Salut la compagnie! Bienvenue dans Cogito Ergo Sum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi c'est Margot, je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. À travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincue qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine. La prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant, ou les parents enjoués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secret sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable? Je reçois aujourd'hui Stéphanie Buzine, chercheuse en école d'ingénieur sur des thématiques autour de la créativité et de l'innovation. Dans cet épisode en 3 parties, on explore ce champ de recherche en s'intéressant dans la première partie à qu'est-ce que la créativité et quels sont les leviers pour la stimuler. Dans le deuxième épisode, on s'intéressera à comment innover de manière éthique. Et enfin, dans le dernier épisode, on creusera l'influence de la culture et de la personnalité sur la créativité, avant de conclure sur le sujet. Bonjour Stéphanie, bienvenue dans le podcast. Bonjour Margot. Je suis ravie de te recevoir. Et pour démarrer, j'aimerais, si tu veux bien, te présenter rapidement, ainsi que ton parcours. Oui, merci beaucoup de me recevoir. Donc, je suis Stéphanie Buzine. Je suis directrice de recherche à CESI. Donc, CESI, c'est une école d'ingénieurs. Et directrice de recherche, ça veut dire que je suis responsable d'une petite équipe d'enseignants-chercheurs et de doctorants. Et pour te dire quelques mots de mon parcours, donc moi, je suis psychologue de formation. Mais j'ai vraiment toujours inscrit mon action, on va dire, mes activités dans le monde. Je les ai toujours inscrits dans une approche pluridisciplinaire. Donc déjà, quand j'étais étudiante en psycho, j'ai passé 2 ans dans un labo de neurosciences. Ensuite, j'ai fait un master d'ergonomie en plus de mon master de psycho. Ça m'a amené à faire une thèse de doctorat et j'ai choisi de faire cette thèse dans un laboratoire d'informatique, donc pour aussi finalement diversifier ce que je pouvais voir comme vision du monde. Et après ma thèse de doctorat, j'ai été recrutée donc en école d'ingénieur. Au départ, j'étais aux arts et métiers dans un laboratoire de conception où j'ai encore découvert une autre facette du monde. Et puis, donc, je suis restée 10 ans dans ce laboratoire de conception et d'innovation. Aujourd'hui, je suis donc à CESI, qui est une autre école d'ingénieurs. Et je suis arrivée dans cette école pour participer au développement de la recherche et à la création d'un laboratoire de recherche. Donc, ça fait encore à nouveau 10 ans que je suis dans ce nouvel établissement. Donc, comme tu vois, mon parcours, il est marqué par ces immersions dans des univers un peu différents et complémentaires de la psychologie et de l'ergonomie. Ouais, c'est super intéressant, c'est très, très multidisciplinaire. Et physiquement, tu es où? Puisque c'est le premier épisode que je fais en visio. Là, on n'est pas sur place ensemble. Donc là, physiquement, je suis chez moi, en région parisienne. Je travaille à Nanterre, sur le campus CESI de Nanterre. Et puis, moi, j'habite à Gentilly, en fait, donc dans la petite couronne, à côté de Paris. Ok, ça marche. Alors aujourd'hui, le thème de l'épisode, c'est la créativité. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais me définir la créativité? Oui, avec plaisir. Et puis d'ailleurs, ça me donne l'occasion aussi de faire une petite parenthèse qui fait la transition avec le parcours que je racontais. Donc moi, comme je te l'ai dit, j'ai fait des études de psychologie. Et ce qui est super intéressant, c'est que dans mes études, j'ai pas appris la créativité. Pourtant, c'est vraiment un processus cognitif de haut niveau. Ça avait tout à fait sa place dans un cursus de psychologie. D'ailleurs, certaines universités, notamment ici à Paris, enseignent la créativité en psychologie. Mais moi, j'ai fait mes études de psycho à Lille et j'avais jamais entendu parler de créativité dans le sens scientifique jusqu'à ce que j'arrive en école d'ingénieur. Et donc, c'est grâce à mon premier poste en école d'ingénieur dans un labo de conception et d'innovation que j'ai découvert le domaine de la créativité comme problématique scientifique et que du coup, j'ai découvert aussi toute la littérature en psychologie sur la créativité. Donc, pour moi, ça a été une super expérience et encore une fois, je rends hommage
aux travaux pluridisciplinaires parce qu'on voit que même finalement le fait d'être dans une autre discipline que la sienne, ça nous permet aussi de progresser sur notre propre discipline de départ. Et donc pour répondre à ta question de la définition de la créativité, donc il y en a plusieurs. Il y en a, j'ai envie de dire, il y a autant de définitions que de chercheurs, j'exagère un peu. Mais par contre, il y a une constante, c'est que en général, il y a un consensus pour reconnaître qu'il y a deux composantes dans la créativité. Donc la créativité, c'est la génération d'idées, ça semble assez intuitif, et avec deux caractéristiques. Il faut que, pour être créative, il faut qu'une idée, elle soit d'une part originale et d'autre part appropriée. Alors ces termes-là, ils peuvent varier dans les définitions. Parfois, à la place de original, on dit une idée nouvelle, ok, ou bien une idée inattendue. Donc, on est un peu dans le même registre. Hein. Et puis, donc ça, c'est la première composante, nouveauté, originalité, le fait d'être inattendu. Et la deuxième composante de la créativité, parce que ça suffit pas en fait d'être original pour être créatif. Pour être créatif, il faut aussi finalement répondre à un besoin. Et donc c'est là qu'on a le vocabulaire de dire que cette idée, elle doit aussi être appropriée. Parfois, on dit aussi une idée utile ou bien une idée de bonne qualité, bien évaluée. Donc, du coup, on a ces deux composantes de la nouveauté, l'originalité et le côté approprié, utile. Et ça, cette définition-là, elle est intéressante parce qu'elle nous ouvre aussi finalement sur le processus de créativité. C'est comment on fait pour être créatif, mais il faut qu'on porte attention à ces deux composantes. Comment est-ce qu'on fait pour stimuler l'originalité et la nouveauté d'une part, et comment est-ce qu'on fait pour stimuler le caractère utile et approprié d'autre part. Et on va voir que c'est des choses qui sont vraiment différentes d'un point de vue théorique et surtout d'un point de vue méthodologique. Ok. Ouais, ce que tu dis, ça m'évoque deux choses. La première, par rapport à ce que tu disais au début, c'est qu'effectivement, moi non plus, j'ai jamais entendu parler de créativité pendant mes études. Moi, c'était neurosciences, enfin, j'avais une grande partie neurosciences cognitives. Oui. On a parlé d'attention, on a parlé de mémoire, on a parlé de motivation, mais on n'a jamais parlé de créativité. Et par rapport à ta définition, du coup, alors pour moi, c'est vraiment une évidence, mais je sais que pour certaines personnes, la créativité, c'est pas forcément, enfin, c'est quelque chose de beaucoup plus restreint que ce que tu viens de décrire, et c'est en lien avec tout ce qui est artistique. Donc, Oui. histoire de bien casser les idées reçues là-dessus, on est d'accord, on peut être très nul en dessin, en danse, en musique, etc., et être quand même créatif. Ah oui, oui, absolument. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de domaines différents dans lesquels la créativité s'applique. Moi, comme tu l'as compris, mon domaine, c'est pas le milieu artistique, le secteur artistique. Mon domaine, c'est celui de l'ingénierie et de l'innovation. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai pas dit quand j'ai parlé de mon parcours. Aujourd'hui, je suis responsable d'une équipe de recherche et notre sujet qui nous rassemble tous au sein de mon équipe, c'est qu'on travaille sur le processus d'innovation. Et du coup, l'innovation, on entend derrière innovation industrielle, innovation dans le domaine de la conception. Donc, c'est sûr que du coup, moi, je ne serais pas très qualifiée pour parler de la créativité dans le domaine artistique parce que ce n'est pas ma spécialité. Et par contre, moi, j'ai plus de billes sur ce qui concerne la créativité industrielle, la créativité dans l'ingénierie. Ok, bah, ça tombe bien, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Du coup, si tu devais résumer grossièrement, qu'est-ce qui contribue à la créativité et qu'est-ce qui la bride? Oui, alors ça fait une super transition, je te remercie parce que tout à l'heure, quand tu évoques la créativité dans le domaine artistique, il y a quelque chose qui est assez reconnu dans la communauté, c'est qu'en général, le processus de créativité artistique, il est souvent individuel. Il est lié à l'artiste, la personne, l'individu. Alors que tu vois, dans les travaux que moi je mène sur la créativité, dans le domaine de l'ingénierie, à l'inverse, on va souvent, voire toujours travailler en équipe. Et la créativité en équipe, ça a des contraintes, des exigences et aussi un potentiel différent de la créativité individuelle. Donc j'ai envie de te répondre sur deux volets différents. Qu'est-ce qui peut stimuler ou freiner la créativité d'un point de vue cognitif dans un groupe et aussi d'un point de vue social, parce que quand on introduit du coup la notion de groupe, clairement, on va on va déclencher toute une série de processus sociaux qui peuvent être des leviers de créativité et qui parfois peuvent être des freins.
Donc pour simplifier, parce que rien que pour répondre à ta question, hein, qu'est-ce qui contribue à la créativité? Ça pourrait nous prendre, des heures ou même toute une vie. Et donc, pour simplifier, j'ai envie de te répondre, de te prendre quelques exemples dans le registre, cognitif et dans le registre social. Donc par exemple, la créativité en groupe, enfin, il y a un phénomène qui a été, identifié, et formalisé dans le début des années 2000, sur la créativité en groupe qu'on appelle la stimulation cognitive. Le fait d'être en groupe, ça nous permet à chacun, en tant qu'individu, d'avoir accès aux idées des autres. Et les idées des autres, elles vont jouer un rôle de, stimulateur, de la créativité. Donc ça, c'est un gros avantage du fait de faire de la créativité en groupe, c'est qu'on est exposé aux idées des autres et donc on est stimulé cognitivement. Et ça, c'est intéressant parce que, à l'inverse, quand on est seul sur un processus de créativité, eh ben, on peut parfois se retrouver entre guillemets enfermé dans un mode de pensée unique et puis pas réussir à voir les choses différemment, à prendre un autre angle de vision, à prendre une autre interprétation de la problématique ou une autre interprétation des solutions potentielles. Donc ça, c'est un gros point fort de la créativité en groupe, c'est la stimulation cognitive. Un autre gros point fort de la créativité en groupe, et qui va être dans le registre social, c'est ce qu'on appelle la comparaison sociale. Le terme de comparaison, il est un peu à double tranchant, mais ce terme-là, dans la littérature scientifique, il désigne surtout le fait que quand on fait de la créativité avec d'autres individus humains, bah, ça va nous porter quelque part, ça va fluidifier notre propre processus créatif par rapport à une situation où on serait seul et par rapport à une situation où on interagirait, mais avec des systèmes automatiques. Donc, il y a des expériences assez célèbres qui ont été faites où on fait de la créativité en ligne comme si on était sur un chat, dans une condition, alors on est toujours dans un système automatisé, mais dans une condition, on croit qu'on interagit avec des humains, qu'il y a des humains en ligne avec nous en temps réel. Et dans l'autre condition, on est informé que c'est un système automatique qui interagit avec nous. Et en fait, les individus sont plus créatifs lorsqu'ils pensent qu'ils interagissent avec d'autres individus. Donc on voit bien qu'il y a cette composante sociale qui déclenche quelque chose chez nous et qui booste d'une certaine manière le processus créatif. Donc ça, c'est deux exemples d'éléments qui vont jouer comme des leviers à la créativité et qui sont liés à la créativité en groupe. Maintenant, forcément, il y a aussi des freins à la créativité qui sont liés aussi à la situation de groupe. Par exemple, tout à l'heure, je te citais la stimulation cognitive, d'être exposé aux idées des autres. Donc, c'est génial, ça me permet de voir les choses différemment. Mais le fait d'être exposé aux idées des autres, ça peut parfois interférer avec ma propre génération d'idées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le blocage de la production. C'est que quand moi, je suis partie dans un comment dire, je cherche le mot en français, mais c'est comme s'il y avait un phénomène, tu sais, de propagation créative, hein, où on dit un train d'idées. Ça me revient. En français, on dit un train d'idées. Quand je suis partie dans une génération d'idées, en fait, j'ai des tas d'idées qui me viennent en tête quasi simultanément, qui sont reliées entre elles sémantiquement, et donc je suis partie dans un élan créatif moi-même à l'intérieur de ma tête. Et si à ce moment-là, on m'expose les idées des autres, finalement, ça va interrompre mon processus à moi créatif et ça va me le casser. Et je vais perdre mon association d'idées. Et donc, là, du coup, donc c'est ce qu'on appelle le blocage de la production, c'est le fait de bloquer son propre processus créatif individuel. Donc ça, pour résoudre ce problème-là de blocage de la production, ben, on peut mettre en place tout un tas de mesures méthodologiques ou technologiques en termes de support de production d'idées qui vont permettre de mieux articuler les moments où je suis créative seule, individuellement, et les moments où j'ai besoin de la stimulation cognitive des autres pour réenclencher finalement un processus créatif. Donc ça, voilà, c'est le blocage de la production. C'est un frein à la créativité quand on est en groupe, c'est le fait d'interrompre son propre processus. Et puis un frein social à la créativité en groupe, ça, je pense que c'est assez intuitif pour tout le monde.
On appelle ça en anglais le social loafing, c'est le fait que quand on est en groupe, parfois on se met en retrait. Et ça, je pense qu'on l'a peut-être tous vécu parfois dans des travaux de groupe, de dire bon voilà, réfléchissons à cette idée, à ce problème. Et puis on observe que dans le groupe, il va y avoir quelques personnes qui vont contribuer à la réflexion, qui vont vraiment s'impliquer dans la réflexion, et puis il y a d'autres personnes qui vont se mettre en retrait, un genre de paresse sociale. C'est le terme qu'on emploie, hein, le terme de paresse. Et donc ça, oui, on comprend bien ce que ça veut dire, c'est que finalement, dans un groupe, c'est rare, très rare, qu'on soit tous impliqués à fond. Donc ça, du coup, c'est un frein à la créativité parce que forcément, on perd une partie du potentiel du groupe quand on a des individus qui se mettent en retrait. Ouais. J'imagine que c'est d'autant plus fort quand on fait ce processus créatif à distance. Alors, oui et non. La distance, elle peut avoir des bienfaits aussi. Je te donne juste un exemple. Alors, quand on est à distance, effectivement, c'est plus facile de se mettre en retrait, de faire semblant de faire partie du groupe et en fait de faire autre chose en parallèle. Mais il y a certains individus qui vont être plus à l'aise à distance parce qu'ils vont avoir moins d'inhibition sur la mise en scène de leur propre personnalité ou de leur propre corps, je dirais. Et ce qu'on observe, c'est que le fait de travailler à distance, ça peut parfois permettre en fait de dépasser les phénomènes d'autocensure. Une personne qui serait dans un groupe de créativité en présentiel, par son profil de personnalité, peut être soumise à l'autocensure, de dire en fait, elle pense à une idée, mais intérieurement, de façon implicite, automatique, j'ai envie de dire entre guillemets de façon inconsciente, elle va se dire oh non mais cette idée elle est nulle, je vais pas oser la dire, si je la dis je vais me ridiculiser, etc. Et ce phénomène-là d'autocensure, il est diminué à distance. Donc ça peut être aussi finalement un levier de créativité. À chaque fois, tu vois, dans toutes les configurations, on a des points positifs et des points négatifs qu'il faut essayer de gérer. Ok. Et autre chose que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a des études qui montrent qu'il y a une différence quand on pense qu'on s'adresse à un humain Oui, versus à un robot. Ça m'a fait penser, tu sais, surtout chez les développeurs, cette histoire du canard. Quand on est bloqué sur un problème, je crois que ça vient du monde du développement et du code, mais en fait, on peut l'utiliser dans d'autres domaines. Quand on est bloqué, si on explique notre problème à quelqu'un d'autre, souvent on trouve la solution soi-même. Et en fait, souvent l'autre a rien besoin de dire et on dit ce serait pareil de l'expliquer à un canard en plastique. ah oui, En fait, je du coup, comprends. ce que j'en comprends, c'est que ce serait pas pareil de l'expliquer à un canard en plastique. C'est le fait de parler à un vrai humain, bah, c'est quand même différent. Oui, absolument. Je pense effectivement que c'est différent. Alors c'est un phénomène qu'on vit aussi beaucoup en tant qu'enseignant. C'est que parfois on se rend compte en expliquant certains concepts à nos étudiants, on se rend compte des limites de notre propre connaissance, mais c'est grâce au fait qu'on doit l'expliquer aux autres qu'on se rend compte de ses limites et que du coup, ça va nous amener à aller creuser aussi certains points. Donc oui, clairement, l'interaction avec autrui, elle nous stimule intellectuellement. Et donc ça marche pour le développement des connaissances, que ce soit l'apprentissage ou l'enseignement. Et ça marche aussi effectivement en créativité ou, comme tu disais, finalement en résolution de problèmes de manière plus générale. Le fait d'aller juste exposer son problème, de dire ouais bon là je suis bloqué, voilà ce qui m'arrive. Et ben rien que de le formuler, de le formaliser, ça permet parfois de mettre le doigt sur une solution potentielle. Ouais, absolument. Mm. Ok. Et moi, je me demandais aussi quelle est l'influence du stress dans la créativité. Ah, alors ça, c'est une question très intéressante et un peu délicate. Parce que, comme toujours, la réponse, elle n'est pas univoque. On peut se dire de manière générale, le stress, ça diminue nos performances, mais c'est pas vrai. Tu sais, en psychologie, on a ce truc-là, la courbe de Yerkes-Dodson, là, c'est la courbe en U inversée qui montre qu'il y a un niveau d'activation, enfin, en dessous d'un certain niveau d'activation, on n'est pas performant. Il faut avoir un certain niveau d'activation pour atteindre son optimum de performance. Et au-delà de ce niveau d'activation, on va avoir des performances qui vont à nouveau baisser. Donc, on peut appliquer ça au phénomène de stress et on peut appliquer ça à la variable créativité. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, le stress, dans le sens d'un stress mesuré,
qui est par exemple la pression de la deadline, hein, mettons, ça c'est encore c'est quelque chose qui correspond aussi à notre vécu quasi quotidien. La pression de la deadline, ça va nous mettre dans un certain état de stress qui va faire qu'on va pouvoir activer nos fonctions cognitives dans des bonnes capacités, quoi, dans un bon, activer notre potentiel. Mais si ce stress, il continue à monter et qui devient trop important, ben après, ça nous paralyse. Donc, c'est Mm. la même chose que pour tous les phénomènes psychologiques. Pour la créativité, c'est idem. Quand on apporte des contraintes, quand on apporte, par exemple, une contrainte de temps, de type deadline, ou bien quand on met un enjeu, de dire, voilà, en mode escape game, voilà, vous avez, il faut faire ci pour ça. Bon, bah, dans une certaine mesure, ça nous permet d'être plus créatifs, mais au-delà d'un certain seuil, bah, les performances s'effondrent et on va tomber on va plus avoir aucune idée. Donc, tout est à doser. Et après, alors moi, d'un point de vue, là, c'est plus personnel peut-être. D'un point de vue déontologique, moi, du coup, j'essaye de ne pas jouer sur ces composantes-là et ces leviers-là pour la créativité. Du style, parce que j'ai fait, il y a un certain nombre d'années, je ne sais plus, peut-être 15 ans, des études expérimentales sur la contrainte temporelle, hein, le fait de mettre des timers dans les séances de Ouais. créativité. Effectivement, j'avais observé cette augmentation de la production d'idées quand on mettait un temps limité, quand il y avait vraiment le chrono qui tourne. Donc ça marche d'un point de vue purement performance. Mais par contre, en fait, tous mes participants, en fait, ils le vivaient mal. Ils appréciaient Ok. pas. Et donc du coup, j'ai décidé d'arrêter d'employer ce genre de levier parce que OK, c'est important la productivité et la performance, mais finalement, quand tu le mets en balance avec le bien-être de tes participants, de tes collègues ou de tes congénères, bah finalement, pour moi, c'est plus la priorité en fait de favoriser la performance quoi qu'il en coûte. Donc, je préfère du coup limiter le recours à ce genre de mécanique pour favoriser des situations dans lesquelles on va jouer au contraire sur le bien-être. Ok, super. Bah, c'est vachement intéressant, je pense qu'on en reparlera après, mais moi c'est vrai qu'un atelier que j'utilise beaucoup dans la conception, c'est le Crazy 8, où il y a pour le coup une grosse pression temporelle, puisque Oui, si jamais il y en a qui connaissent pas, j'explique en 30 secondes, le but c'est de dessiner 8 versions d'un écran par exemple en 8 minutes. Donc oui, on a un timer qui sonne toutes les minutes, et toutes les ouais, minutes il faut passer au suivant. Et c'est vrai que bah, du coup, la pression temporelle, elle est très forte. Mais moi, quand je l'anime, je dis souvent, si jamais vous y arrivez pas, c'est pas grave. Si vous en sautez un, c'est pas grave. Si à la fin des 8 minutes, vous en avez que 5, c'est pas grave. Pour justement baisser un petit peu ce côté stressant. Mais il reste néanmoins, puisqu'il y a quand même ce timer qui sonne toutes les minutes. oui. Donc, Et alors, si... j'ai envie de rebondir, si tu me permets, avec toutes les techniques et les méthodes de gamification qu'on emploie, parce que là, on est un peu dans un mode comme si on était dans un jeu. Je citais d'ailleurs tout à l'heure l'histoire de l'escape game pour Mhm. illustrer. Et il y a eu beaucoup de travaux aussi scientifiques sur la gamification, entre autres sur la gamification de la créativité, mais évidemment pas que, appliquée à plein d'autres processus cognitifs. Et, et c'est pareil, moi, en fait, d'avoir fait un petit peu de chemin là-dessus, d'avoir fait aussi moi-même quelques manips sur ce sujet-là, j'en suis revenue aujourd'hui, j'utilise plus ce genre de mécanique. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, ça nous force à nous focaliser uniquement sur le court terme. Avec une mécanique de gamification, on peut augmenter les performances à court terme. On peut même aussi, contrairement à ce que je disais juste avant, on peut même aussi créer un plaisir du jeu à court terme dans la séance. Mais par contre, c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir activer dans le temps. Et moi, j'ai besoin de développer des connaissances sur ce qui fonctionne dans la durée, ce qui fonctionne à long terme. Et en fait, les entreprises ou je sais pas moi, les méthodes ou techniques de gamification, en fait, on voit que sur le long terme, il y a des phénomènes soit d'essoufflement, soit de rejet, encore pire. Et que du coup, en fait, vu que ça marche pas sur le long terme, bah moi, je suis du coup un peu réticente parce que de manière générale, dans mes recherches, finalement, je considère que c'est un peu mon rôle de raisonner à long terme. Parce que c'est assez rare, en fait, je trouve, dans notre
dans notre environnement quotidien de travail, on est beaucoup confronté à des enjeux court terme, court terme, court terme. Je le vois chez mes étudiants aussi, hein, quand on discute avec eux, finalement, ils raisonnent qu'à court terme. Et je considère que moi, c'est toujours un peu mon rôle de les pousser à raisonner à long terme. Et donc, j'essaye de me l'appliquer aussi et du coup, de plus utiliser ces techniques qui sont trop court terme. Je préfère chercher finalement des manières de développer la créativité qui vont fonctionner à long terme, voire qui vont continuer à se potentialiser sur le long terme, ce qui n'est pas le cas de la gamification, sauf erreur de ma part. Mais ce qui n'est pas le cas, ce qui semble ne pas être le cas pour la gamification, qui a surtout des effets court terme. Ok. Donc, si je comprends bien, ce genre d'atelier, si on les utilise ponctuellement, ça peut fonctionner. Mais Oui, par contre, si on est, enfin voilà, moi je suis consultante, donc je vais voir des entreprises différentes oui. régulièrement. Ça peut fonctionner dans ce cadre-là. Mais si j'étais salariée chez un éditeur de logiciel, par exemple, et que je faisais ça toutes les semaines avec mes collègues, ça fonctionnerait pas, quoi. Oui, bah, tout à fait, exactement. Moi, j'ai mené parfois des recherches avec des entreprises qui voulaient développer des processus d'innovation au long terme, c'est-à-dire former des équipes à être des expertes en innovation. Et effectivement, Mhm. du coup, on gère pas les choses de la même manière, on n'utilise pas les mêmes méthodes. C'est exactement ce que tu viens de dire. Et puis moi, je le vis aussi dans mon équipe de recherche. On est un certain nombre à être des spécialistes en créativité. Et quand on est nous-mêmes, quand on doit nous-mêmes faire une séance de créativité, finalement, en fait, on s'affranchit des méthodes. Parce qu'en fait, on a intériorisé les mécanismes. On n'a plus Mhm. besoin des méthodes qui sont finalement des. La méthode, hein, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les processus qu'il y a en dessous et les mécanismes. Et nous, comme on les connaît, comme on les a intériorisés, on n'utilise plus les méthodes de créativité. J'ai la prétention de dire qu'on est devenu créatif un peu dans notre mode de pensée et qu'on n'a plus besoin de s'outiller de méthodes. Ouais, donc ça, c'est ce que j'ai observé avec mes collègues qui sont chercheurs spécialisés en créativité. Et je pense que ça peut ou ça devrait être la même chose en entreprise, dans une équipe qui est spécialisée dans l'innovation. Au bout d'un moment, elle n'a plus besoin en fait de mettre en place des ateliers en bonne et due forme. Les ateliers, c'est plus pour amener des gens qui ne sont pas habitués dans un Mhm. processus créatif. Voilà. Mais une fois que c'est notre métier, que c'est ton métier d'être créatif, peut-être que tu es au-delà, tu n'as plus besoin du support méthodologique. Ouais. Et du coup, quand on anime des ateliers avec des utilisateurs ou Oui, des parties prenantes qui, eux, sont pas enfin, qui n'ont pas l'habitude de faire ça. oui. Si je comprends bien, c'est quand même utile d'avoir Ah un bah tout à cadre fait. pour qu'ils ne soient pas perdus. Tout à fait. Justement, l'utilisateur, c'est un excellent exemple. L'utilisateur, c'est pas son métier d'être créatif, c'est pas son métier d'imaginer des solutions de produits ou des solutions logicielles. Donc lui, il a besoin justement qu'on l'aide à rentrer dans ce processus-là, et donc qu'on fasse appel à des méthodes éprouvées et des techniques particulières. Donc ça, c'est tout à fait approprié dans ce cas-là, absolument. OK. Et du coup, là, on a parlé de ce qui contribuait ou freinait la créativité en groupe. Oui, Dans nos métiers du designer, c'est vrai qu'on essaye au maximum d'inclure justement des utilisateurs ou des parties prenantes, mais des fois, selon les contextes, on est obligé de réfléchir par nous-mêmes, on va dire, en solo. Et du coup, c'est quoi les leviers en solo, enfin, qu'est-ce qui contribue, qu'est-ce qui freine? Je pensais notamment à la notion d'ennui qu'on entend. J'ai déjà entendu ça, que c'est important de s'ennuyer pour trouver des idées. Ça me fait aussi penser à cette fameuse histoire de trouver une idée en dormant ou sous la douche ou oui. voilà, quand on n'y pense pas. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement ça? Est-ce qu'il y a des choses Alors, en lien je connais avec pas très bien aussi la le... littérature là-dessus. Je tiens à Ok. préciser que je connais pas très bien les données scientifiques là-dessus, mais par contre, oui, ça, je l'ai vécu moi-même. Je l'ai aménagé aussi très souvent, par exemple pour mes étudiants, et j'y crois. Je pense profondément que ça marche. C'est-à-dire que effectivement, moi, ça m'est arrivé plein de fois de passer, toute la journée ou mettons une demi-journée à réfléchir sur un problème avec des collègues, et puis, après je prends les transports en commun le soir, et puis, c'est là que enfin tout d'un coup j'ai, une nouvelle idée ou bien le lendemain et cetera.
Donc ça arrive souvent, mais moi ça m'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois et donc je trouve ça, vraiment, passionnant comme, processus et du coup j'utilise aussi ça, alors je l'ai utilisé, ça commence à dater, mais j'avais conçu un parcours, innovation pour mes élèves ingénieurs à Césy et donc c'était un parcours qui durait, que je dise pas de bêtises, 3 ou 4 semaines, qui était donc en continu pendant 3 ou 4 semaines. Donc où on était censé mettre en œuvre un processus d'innovation, dans le cadre d'un projet pendant, mettons 4 semaines. Et j'avais fait exprès, donc j'avais organisé les 4 semaines avec des itérations, avec un processus itératif et j'avais fait exprès de mettre les séances de créativité le vendredi après-midi, pour plusieurs raisons. Déjà parce que, bah, le vendredi après-midi, on est un peu sur les genoux de la semaine et faire une séance de créativité, c'est un peu plus léger que de scoltiner des tâches un peu plus, difficiles, comme de la veille techno ou travailler sur les business plans. Donc du coup, c'était sympathique de faire une séance de créativité le vendredi après-midi et d'autre part, effectivement, du coup après, mes étudiants, ils partaient en week-end. Voilà, chacun vivait sa vie pendant le week-end, qui allait, sortir avec ses amis, qui allait, je sais pas moi, partir, en week-end, visiter un lieu et cetera et en fait, quand ils revenaient le lundi matin, on devait se replonger dans notre projet et donc on commençait par un débrief. Finalement, on reprenait les conclusions de la séance de créativité du vendredi après-midi et comme par hasard ou comme par enchantement, le lundi matin, en fait, il y avait des nouvelles idées qui avaient émergé effectivement pendant le week-end. Donc je tirais parti finalement de l'interruption du week-end pour me dire que je vais compter là-dessus pour enrichir, la créativité. Je les laisse le vendredi soir avec un processus de créativité. On revient le lundi matin, ils ont continué finalement à être créatifs sans le vouloir, sans le savoir et sans y mettre d'efforts, cognitifs et du coup, on avait des meilleures idées le lundi matin que le vendredi après-midi. Et ça, c'est donc alors du coup, c'est pas tout à fait de l'ennui, c'est le fait qu'on change d'activité, on change de contexte et que en fait, il y a des processus, cognitifs qui continuent à tourner derrière. Il y a des processus d'activation, cognitive qui continuent finalement à faire leur chemin, même si on change d'activité et c'est ça qui porte ses fruits si on laisse l'opportunité aux individus d'aller rechercher, enfin d'aller profiter de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas clôturer finalement le processus de créativité le vendredi soir en disant bon, ça y est, on écrit les idées, maintenant ça y est, c'est taillé dans le marbre et maintenant on les développe. Non, il faut être capable aussi de laisser la porte ouverte à des nouvelles idées qui pourraient arriver le lundi, mais qui pourraient aussi arriver en cours de semaine suivante. Et ça demande aussi un effort intéressant en gestion de projet de rester ouvert finalement aux nouvelles idées. Même si on a déjà pris la décision, on fait comme ça. Ah oui, mais au Mmh. fait, j'ai pensé à autre chose. Ok, bah, qu'est-ce qu'on fait? Soit on met ton idée à la poubelle, soit on se laisse la liberté de l'intégrer. Donc ça, c'était aussi intéressant pour organiser le processus de créativité et d'innovation. Ouais. Et ça me fait penser, moi, à des projets que j'ai vécus avec, bah, oui, vraiment orienté innovation avec un client où effectivement c'était compliqué parce que on avait l'impression qu'on validait des choses le vendredi Oui, c'est et puis ça. la semaine prochaine il arrivait avec des nouvelles idées et donc Oui. entre-temps, bah, moi par exemple j'avais commencé à travailler sur des maquettes ou des choses comme ça et puis le client arrivait avec sa nouvelle idée en termes de bah, d'avancement du projet, puis derrière Oui. aussi de facturation, c'est compliqué. Oui, Ça pose mais et pas mal de c'est tout à fait cohérent, comment dire? Avec les processus agiles où on se doit en fait finalement de rester quand même ouvert à des modifications, tout le temps, même à mmh, la fin. Donc ça nous oblige aussi, nous à aménager la possibilité d'être agile. ouais. Bah, je pense que c'est important de se laisser du temps, en tout cas, dans les phases vraiment amont des projets. Moi, je prévois toujours, effectivement plusieurs semaines pour, faire toute la phase d'exploration, idéation, début des premières maquettes. Oui, À la fois parce que, bah, il y a besoin de temps entre, telle et telle interview, le temps de caler les entretiens et cetera. Mais aussi justement pour se laisser le temps bah, d'itérer et d'améliorer le design et d'avoir des nouvelles idées et de changer d'avis et cetera. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile à «vendre» entre guillemets quand quelqu'un, bah, veut finalement développer un logiciel et puis que toi tu viens en lui disant: «Bah, en fait, on pourra commencer à développer dans 2 mois et demi». oui. Parce qu'en fait, il y a tout ça avant.
Tout à fait. Mais je pense que c'est important effectivement. Et tu parlais de trouver une idée dans les transports en commun. Oui, C'est effectivement, je trouve un bon endroit, et j'ai un ami qui m'avait fait cette réflexion, qui m'avait dit: «Essaye de ne rien faire dans les transports en commun et oui, tu verras, il se passe des choses». Et c'est vrai que, je sais pas, enfin, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. On a tellement envie de faire plein de choses dans nos vies que dans les transports en commun, on va écouter un podcast ou on va être sur son oui, téléphone et ouais. rédiger un message à sa pote pour lui prendre des nouvelles et caler la sortie de ce week-end. Et en fait, on n'est jamais en train de rien faire. Mmh. Et prendre ce temps, c'est à la fois très difficile, mais très, très riche finalement. Oui. En fait, c'est la même idée que la douche. C'est-à-dire que c'est un moment où on est libre cognitivement, on fait quelque chose, mais on n'a pas d'activité, cognitive et du coup, en fait, bah, ça laisse le champ libre à des choses imprévues comme, une idée géniale. Donc je suis d'accord avec le fait de temps en temps de rien faire dans les transports en commun. Super. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette discussion. Restez à l'écoute car dans la suite, nous allons plonger encore plus profondément dans notre sujet. Pour continuer à échanger, questionner et explorer les thématiques autour de l'expérience utilisateur, retrouvez-moi également sur TikTok, vous trouverez le lien en description. C'était Margot dans Cogito Ergo Sum et je vous retrouve très bientôt pour la suite de notre échange.